Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo flore aquatique. Alors, vous voyez, je suis dans un cadre un peu spécial, je suis pendant mes vacances et Lucas a proposé une foire aux questions. Donc je me joins un petit peu à lui pour répondre à deux questions. Donc j'espère que vous allez pouvoir m'entendre parce qu'il y a beaucoup de vent. Et puis on attaque par la première question. Alors, la première question, c'était est-ce qu'on peut mettre des fruits d'aulne dans des nano-aquariums, hein, est-ce qu'ils ne sont pas un petit peu trop petits par rapport au relargage qu'il va y avoir, c'est-à-dire le tanin, et donc ça va générer un petit peu d'acidité. Pas du tout. En fait, il va falloir bien doser, tout simplement. Dans un petit volume de 20 litres, on va mettre par exemple 2 fruits d'aulne et on va s'arrêter là. Ça va permettre une libération de tanin, un petit peu de générer un petit peu d'acidité, mais c'est vraiment pas grand-chose. Donc vous pouvez y aller dans les nanos, pardon. Par contre, il faut éviter de mélanger par exemple des feuilles de catappa, d'autres produits aussi qui génèrent du tanin et donc de l'acidité. Donc oui, on peut mettre des fruits d'aulne. On va simplement éviter de mettre un tapis de fruits d'aulne sur le fond. Ça sert à rien. Vous en mettez 2-3 pour un 20 litres, ça suffit largement. Au bout de 2-3 mois, vous voyez qu'ils sont un petit peu usés, entre guillemets, hein. Vous les changez, vous en remettez, mais il n'y a pas de problème. Et sur les Cantonensis, évidemment, on peut en mettre plus. Sur tout ce qui est Neocaridina, on va en mettre 2-3. Si vous avez des poissons comme des kilis, vous pouvez en mettre un petit peu plus aussi. Eux, ils aiment bien l'acidité. Voilà. Mais c'est compatible avec tous les volumes. Il faut juste bien doser pour être sur le bon dosage en fonction du volume. Et oui, on est chez moi. Bien, je vous propose qu'on passe tout de suite à la question. Salut à toute l'équipe, j'ai un aquarium planté de 100 litres, ok, avec une eau plutôt douce, voire très douce. Très bien, donc ça peut se modifier éventuellement pour la durcir si on a besoin, je comprends. Le problème de l'aquarium, c'est qu'il est plutôt haut, d'accord, donc 70 cm de profondeur. Donc je pense que tu parles de la hauteur d'eau, très bien, donc profondeur dans cette version-là, même si généralement c'est vrai qu'on parle plutôt de profondeur pour la partie donc de l'avant vers la fin, vers l'arrière du bac. Quelle population pourrait habiter dans ce genre d'aquarium? Je pense à du gourami grogneur nain, du bêta, j'ai déjà eu des guppies et j'aimerais changer de population. Merci par avance et bonne journée. Mais déjà, merci à toi pour cette question. Alors, un aquarium de 100 litres qui fait 70 de hauteur, c'est un aquarium assez particulier. Je pense qu'on est sur une forme cubique, donc j'ai pas la photo, j'ai pas plus d'informations sur ça, mais moi ça me fait penser un peu à ces nanocubes, ou à ces cubes que peuvent avoir certaines marques, comme par exemple Amtra, qui peuvent avoir justement des formes de bacs dans une soixantaine de litres, avec des volumes de 40 par 40 par 50 de haut ou 60 de haut par exemple. Pour le coup, je pense qu'on peut bien se baser sur ces idées de population-là, dans le sens où ces aquariums de 60 litres, avec cette forme-là, le fait d'avoir un peu plus de volume, ça sera sympa. Le fait d'avoir un peu plus de hauteur d'eau, ça peut être utile et pratique. Mais le fait d'avoir que 40 ou 45 ou 38, je sais pas exactement combien tu as, de façade, c'est tout de suite beaucoup plus limitant pour certaines espèces. Déjà, les espèces qui vont être des grandes nageuses, comme derrière, je pense que vous devez les voir, des nez rouges qui s'amusent à faire les allers-retours, ça, c'est des poissons qu'on va quand même recommander à partir de 80, 1 mètre de façade, c'est vraiment bien. Si vous avez plus, c'est top. Mais 1 mètre, je pense que c'est une bonne base pour se dire qu'ils ont la place de faire les allers-retours et de nager et de former cet effet banc intéressant. Là, pour des poissons qui vont être dans des volumes un peu plus petits, moi je me tournerais vers des poissons qui vont plutôt être des poissons dits de groupe. Donc qui vont rester ensemble, qui vont pas forcément avoir des nages très longues, très allongées, donc qui vont pas former ce côté banc, mais qui vont quand même rester ensemble et qui vont apporter une touche naturelle et une touche intéressante à l'aquarium. Ça, pour le coup, je pourrais te conseiller les Microraspora Galaxy. Ça, c'est très sympa, ça a des couleurs bien rouges pour les mâles au niveau des nageoires. On en parle souvent parce que c'est un poisson assez atypique par rapport à l'aquariophilie, il ressemble vraiment à aucun autre. Pareil, à contrariori, je te proposerai pas, par exemple, les cubotailles. Il y en a qui les gardent dans ce genre de façade, mais c'est vrai que c'est plutôt limite. Il faut un bon aménagement, ça reste faisable, mais pas conseillable. Sinon, pour les poissons de surface, tu as les rasbora ornés, qui eux vont rester au niveau de la surface. Par contre, il faudra faire le choix entre les gouramis grogneurs ou les rasbora ornés. Effectivement, ils vont pas pouvoir partager l'espace, puisque l'espace de hauteur, qui fait que 40 par 40, ça sera peut-être un peu limite.
Sinon, comme petit poisson qui va avoir tendance à rester caché parmi les plantes et à nager à travers elles, je peux te conseiller les tétra-amandes. Ils sont sympas, ils vont avoir des tons de orange qui vont varier en fonction des poissons dominants, dominés, les mâles, les femelles. C'est hyper intéressant à regarder. Et s'il n'y a pas d'espèces beaucoup plus grosses qui vont venir les chasser ou en tout cas les embêter au travers de leur territoire, tu as des comportements hyper intéressants à regarder. Sinon, si tu n'en as pas complètement fini avec les guppies, tu peux te tourner vers les handlers. Il y a des formes et des couleurs qui sont complètement hallucinantes et sur lesquelles tu vas peut-être pouvoir trouver ton bonheur. En bac un peu spécifique, dans ce genre de volume, les tétraodons nains peuvent être de super compagnons. Effectivement, il y a un peu d'auteur d'eau, c'est pas forcément très large, mais un petit groupe de 3 à 5 individus, ça peut être intéressant à regarder, et pourquoi pas même tenter de la reproduction. Sinon, tu vas retrouver tous les grands classiques de crevettes ou d'escargots. Là, pour le coup, tu as le choix, que ce soit par pur plaisir de les avoir, leur effet un peu plus utilitaire, ou parce que tu as envie de te lancer dans de la reproduction et de l'élevage, ça pourrait être chouette. À ce moment-là, tu vas pouvoir te trouver Vaenocarisina ou les Cantoensis, et là, pour le coup, tu as le choix entre sol neutre et sol technique, ça on l'a déjà vu plein de fois sur la chaîne, vous avez toutes les informations qu'il faut. Pour cette question un peu population, il y a pas mal de choix, pas mal de possibilités. Tu me parlais aussi d'un bêta 70 de hauteur, ça va être à voir au cas par cas. Il y a des bêtas qui n'ont pas l'habitude, on va dire, de nager depuis leur naissance et qui forcément, 70 cm de haut, s'ils sont tout en bas et qu'il faut qu'ils prennent le temps de remonter, il y en a certains à qui ça va pas plaire et leur longévité peut être sacrément réduite. C'est de moins en moins le cas. Maintenant, les éleveurs ont de plus en plus tendance à les laisser dans des volumes plus grands, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Bien heureusement, ces pratiques, comme on peut par exemple les trouver sur plein d'endroits du monde, mais c'est vrai que c'est très connu au niveau de l'Asie, de les garder dans des petites bouteilles d'alcool vidées, bien sûr, où le volume est très très faible, ce sont des endroits où les poissons n'ont pas la possibilité de nager, et du coup, forcément, ce sont des poissons qui n'ont pas l'habitude et qui peuvent se retrouver fortement pénalisés dans de hautes hauteurs d'eau. Voilà. Bon, ça c'était une question plutôt population. Qui dit population dit que ça va plutôt être vis-à-vis de ce que toi tu aimes. Donc c'est assez compliqué aussi d'y répondre. Je t'ai donné quelques pistes pour pouvoir avoir une idée de ta population. N'hésite pas à t'en servir pour en trouver une qui soit propre à toi, qui va te plaire et qui fonctionnera bien sûr dans ton aquarium. Pour la question suivante, on va se baser sur une question un peu plus technique. Alors, la question est la suivante. Est-il possible que la conductivité augmente sous l'effet de l'ajout d'un engrais liquide ou de CO2? En reminéralisant mon eau osmosée à hauteur de 250-300 microsiemens, j'ai toujours 500 microsiemens dans mon aquarium, avec un taux de nitrate et de phosphate correct. Ok, donc la question c'est, je vais la reformuler on va dire, est-ce que le CO2 ou les engrais peuvent jouer sur ce côté conductivité? Est-ce que ça peut vraiment l'augmenter? Alors, il y a plein de cas de figure où c'est différent en fonction, notamment, premièrement, vis-à-vis du KH. Alors, déjà, je suis pas scientifique, je suis pas chimiste, donc les explications que je vais donner, elles sont d'ordre très global. Hein. Disons que pour faire simple, et c'est ce que je vais essayer de faire, si votre aquarium est un aquarium qui n'est pas sur sol technique, normalement vous avez du KH qui va faire office de tampon. Donc ça c'est vis-à-vis du CO2. Donc le CO2 qui lui va essayer de faire baisser ce pH, c'est le KH qui va baisser. Bon, très bien. Normalement, dans ce cas-là, la conductivité n'est pas vraiment impactée de manière significative. Grosso modo. Si par contre vous êtes sur un bac où vous êtes sur sol technique et vous n'avez donc pas de KH, le CO2 peut, et normalement va, donc c'est vraiment plutôt pour les bacs faiblement minéralisés, effectivement, réagir au contact de l'eau. Là pour le coup, oui, le CO2 peut avoir un impact sur la conductivité. C'est pas le plus notable. Par exemple, tu me demandais également si les engrais liquides peuvent avoir un impact, et là, oui. Finalement, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est ce côté conductivité. La conductivité, en fait, qu'on va mesurer dans un aquarium, c'est à quel point notre eau va réussir à transporter de l'électricité grâce notamment aux ions. Pareil, c'est un énorme raccourci que je viens de faire. Si vous vous sentez, si vous avez la patience et que vous voulez l'expliquer exactement en détail en commentaire, faites-le. Vraiment, faites-le, ça peut servir à plein de monde, mais faites-le si vous êtes sûr de vous. Voilà. Donc ça, c'était vraiment la question technique. Donc oui, les engrais liquides, forcément, ils peuvent contenir un apport, notamment en minéraux, etc. Et donc forcément, il va y avoir des réactions vis-à-vis de l'aquarium, ce qui peut faire et favoriser
des ions. Bien. Donc forcément, s'il y a plus d'ions, il y a plus de possibilités de conduire l'électricité. Très gros raccourci, je le répète. Le CO2, ça peut être pareil. Le carbone peut se transformer en carbonate en fonction de s'il y a du cash ou s'il n'y a pas de cash, machin. Et ça peut, à terme, finir par faire jouer la conductivité. Ça, c'est quelque chose qui a été utilisé et qui posait problème, notamment dans le stockage d'eau déminéralisée. Donc voilà, si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez chercher à ce moment-là. Il y a plein de solutions qui permettaient d'empêcher en fait le CO2 d'entrer en contact avec ces eaux-là et donc de faire bouger la conductivité. Ça posait notamment des problèmes au niveau des relevés qui du coup étaient faussés puisqu'en fait c'est pas vraiment l'eau, etc. Bon, très très vaste débat. Voilà pour la question. Oui, le CO2 peut dans certains cas faire jouer sur la conductivité. Et oui, les engrais liquides font forcément bouger la conductivité en fonction de leur composition. Mais l'élément le plus favorisant d'une augmentation de conductivité, c'est l'évaporation. L'évaporation, ça fait baisser le taux d'eau finalement dans l'aquarium, laissant ainsi plus de minéraux et d'ions dans celui-ci, ce qui va faire forcément monter la conductivité. Voilà. Pour la plupart des espèces, ça pose pas de problème. C'est vrai que parfois dans l'acanto, faut pas le laisser monter de trop. Donc on compense avec de l'osmosée le plus déminéralisée possible, en espérant que là où vous la trouvez, que votre osmoseur soit bien à jour, que ses cartouches soient bien vérifiées, et que si vous la prenez ailleurs, l'eau soit de bonne qualité. Pour la question suivante, c'est une question que j'aime pas mal. Je vous la lis. J'ai déjà un aquarium de 180 litres en communautaire, et c'est en partie grâce à vous qu'il est peuplé et planté. Yes. J'ai une question, un défi même. Comment convaincre ma femme d'avoir un deuxième aquarium? J'ai un 90 litres qui dort dans le garage et qui ne demande qu'à être peuplé de tétraodons pour la reproduction qui sont actuellement dans le 180. Donc c'est un 180 communautaire avec des tétraodons à l'intérieur. J'aimerais bien savoir exactement quelle est la population, ça peut être intéressant. Que j'aimerais remplacer par un harem de Sparkling Gourami. Merci à vous. Donc ta volonté c'était de bouger effectivement un tétraodon pour les mettre dans un 90 litres pour la reproduction, comme ce que j'avais commencé dans une question juste avant d'ailleurs. Sur l'aquarium de 100 litres, ça peut être hyper intéressant à regarder. Et de remplacer ceci par donc du Sparkling Gourami, donc du Gourami grogneur. Non. Très bien, mais ta véritable question, pardon, c'est comment convaincre ta femme d'avoir un deuxième aquarium. Oui, les compagnons, les compagnes, c'est pas forcément des personnes qui vont partager votre hobby à 100%. Hein. Il y en a qui vont le tolérer, d'autres qui vont même pas vouloir en entendre parler, et puis il y en a qui sont certainement très chanceux et qui ont des compagnons, des compagnes qui sont autant à fond dans la passion et qui aimeraient forcément remplir la maison d'aquarium dans toutes les pièces. Bon, tous les cas de figure sont envisagés, mais c'est vrai que c'est compliqué. Pour tout problème, finalement, le mieux c'est la discussion. C'est toujours plus facile pour une personne qui ne fait pas partie de votre passion de manière directe, qui ne la partage, mais qui la partage au quotidien, mais qui ne la partage pas en tant que passion, d'avoir un point de vue et de savoir exactement d'où vous partez et où vous allez. Si en plus vous avez la possibilité de réussir à l'inclure dans le projet, c'est encore mieux. Par exemple, en lui parlant de la population, en laissant choisir éventuellement la décoration, le type d'aquarium que vous voulez, planter, pas planter, des plantes qui sortent de l'aquarium sur le dessus, des plantes qui restent dedans, des racines qui sortent, une eau tamisée, une eau claire. Bon, tout ça peut jouer. Plus vous allez impliquer les personnes qui, pour le coup, au début, sont plutôt en retrait de votre passion, plus ça sera simple pour elles de l'accepter et peut-être même de se prendre au jeu. Il y a plein de personnes dont c'était absolument pas la passion, que ce soit l'aquariophilie, ou le côté reptile, ou le côté oiseau, etc., que je connais, et qui, finalement, ouais, le fait de s'intéresser un petit peu au début à la passion de l'autre, et finalement, ouais, j'ai peut-être envie d'avoir mon propre terrarium, mon propre aquarium, ma propre cage, ma propre volière. Et là, ça devient beaucoup plus intéressant. Pour vous, comme pour la personne concernée. Puisque forcément, si vous l'impliquez, il y a forcément plus de chances qu'elle soit d'accord pour augmenter le nombre d'aquariums, que ce soit dans la maison, au garage, à la cave, au sous-sol, dans le grenier, où vous voulez. On arrive sur la question suivante. Est-ce que si mes matières filtrantes sont cyclées, je peux directement mettre mes poissons ou ma population dans l'aquarium? Ok. Donc en fait, là, tu parles d'avoir un aquarium qui est déjà en eau, qui tourne déjà, de récupérer une partie des masses de filtration et de les mettre dans un nouvel aquarium afin de démarrer tout de suite au final. Pour répondre à cette question, il faut voir les deux côtés de la pièce, ou de l'aquariophilie, comme on veut. Premier côté, le cycle de l'azote doit être respecté coûte que coûte. C'est une façon de faire qui
de par les milliards de bacs qui ont été lancés comme ça et qui ont fonctionné, 3-4 exemples près, ça a toujours marché. Bon. Vous laissez tourner, vous laissez en place, c'est sûr, ça va finir par se mettre tout seul et tout est bon. Le fait de récupérer des matières déjà filtrées, dans lesquelles il y a déjà des bactéries, c'est plutôt le deuxième côté. C'est comme faire une injection bactérienne avec des produits, sauf que là, en plus, vous avez l'assurance que là où vous les prenez, dans votre bac, ça tournait déjà et ça fonctionnait déjà. Donc vous faites une injection bactérienne qui est bonne, qui, j'espère, est saine, parce qu'on ne va pas récupérer des bactéries d'un bac qui a du mal à tourner et sur lequel ça se passe pas bien, pour faire une assimilation directement dans le nouveau bac. Donc, théoriquement, moi, ce que je te conseille, ça serait effectivement de récupérer ces bactéries. Si tu veux assurer le coup à 100%, tu récupères les bactéries, tu les mets dans l'aquarium, tu fais en sorte qu'elles ne meurent pas, donc tu remets bien l'oxygénation qui tourne, tu remets bien de temps en temps de nourriture pour poissons par exemple pour que ça se dégrade et pour que ça consomme un petit peu, et pour les maintenir en vie, et tu les laisses tourner pendant tes 3 semaines, là, 3 semaines, 1 mois, et là, t'es le roi du monde, t'es sûr d'avoir fait les bonnes bactéries en injection, d'avoir des bactéries qui vont tourner, et que la population est bien en place. Maintenant, si tu as l'habitude de l'aquariophilie, que tu en as déjà pratiqué, et que tu peux faire, par exemple, une injection bactérienne, récupérer une petite partie de l'eau de ton ancien aquarium, etc., etc. Oui, techniquement, tu peux repartir de suite. Alors attention, quand il y a 2-3 cas, déjà, de ne pas récupérer trop ou l'ensemble des bactéries de ton premier bac. Hein, sinon, le premier bac, il risque, lui, de pencher vers des problèmes. Et pareil, de ne pas en récupérer trop peu. Si par exemple, tu as un aquarium de 500 litres, dans lequel tu vas récupérer 1/5 pour un bac de 100 litres, techniquement, il n'y a pas trop de soucis. Le premier bac va refaire ses bactéries tout seul, entre le sol, les médias filtrants que tu as mis dans ta filtration, ça devrait fonctionner. Par contre, si tu récupères des bactéries dans un bac de 500 litres pour les mettre dans un bac de 1000 litres pour le cycler instantanément, et forcément le taux bactérien il va avoir du mal à suivre. Donc tu peux le faire, c'est très très bien, mais laisse-les se développer et coloniser un peu plus le bac. Question suivante, et je la trouve super, est-ce que la température de l'eau est la même que la température ambiante si je ne chauffe pas mon bac? Très bonne question. Alors, pour répondre à cette question, on va faire quelque chose de très simple. On a la chance d'être dans le sud de la France et de pouvoir aller à la plage assez régulièrement. Et c'est vrai que l'eau de la mer, elle n'est pas tout à fait à la température de dehors. Ce qui est une super nouvelle, parce que quand il fait 45 dehors, si l'eau était à 45, ça rafraîchirait pas. Hein. Donc, bon. Et du coup, pourquoi l'eau de la mer, elle serait à une température plus basse que l'air ambiance et pas nos aquariums? En fait, effectivement, c'est la même chose. Donc au final, l'aquarium à la maison, quand il est en eau, il va faire de l'évaporation. Comme toute source d'eau, que ce soit une flaque d'eau, que ce soit la mer ou que ce soit la transpiration sur votre peau, à partir du moment où il y a une évaporation, il y a besoin d'avoir une énergie pour passer de l'état liquide à l'état gazeux. Bon. Cette énergie, elle va être récupérée, notamment au niveau forcément de la température. Pareil, je suis toujours pas scientifique, j'essaie d'expliquer de manière simple la chose. Donc, si la transpiration, quand ça s'évapore, ça nous rafraîchit, et l'aquarium, ça sera exactement la même chose. Donc, on aura beaucoup plus d'évaporation, en tout cas une évaporation qui sera plus rapide quand l'air est plus sec, ce qui peut être le cas par exemple si tu as une clim chez toi, le chauffage ou autre moyen, on va dire, de faire circuler de l'air interne et qui vont généralement, par exemple, des humidificateurs qui vont également enlever de l'humidité dans l'air. Forcément, ton bac qui lui est 100% humide, il va envoyer dans l'air beaucoup plus d'eau, en tout cas l'air va essayer de lui arracher beaucoup plus d'eau pour venir faire un équilibre. Donc si tu as une pièce qui est très humide, tu auras moins d'évaporation et la température de ton bac sera plus proche de la température ambiante. Par contre, si tu as une pièce plus sec, ton bac aura tendance à être encore plus frais que la température ambiante par rapport au cas précédent. Allez, celle-là je la glisse juste comme ça. Quelle plante je pourrais mettre dans mon bassin? Eh ben oui, ça y est, la saison des bassins arrive. Et il faut absolument qu'on fasse une vidéo entière de toutes les plantes possibles et imaginables à mettre dans un bassin. Ça va arriver très vite. Je m'en sers surtout pour vous faire l'annonce que la vidéo va arriver. On va essayer de se tourner ça de manière très sympa. Mais oui, dans l'idée, déjà, il y a des plantes d'aquarium que tu vas pouvoir récupérer et mettre en bassin. Pendant la belle saison, quasiment toutes les plantes que vous allez retrouver en aquario pourraient tenir dans le bassin. Bon, bien sûr, on évite les plantes exigeantes au niveau du CO2, ou alors on les met pas complètement dans l'eau et on les fait sortir pour le côté un peu plus palustre de la chose. Ça peut être hyper intéressant à regarder, et pourquoi pas, comme pour des populations par exemple de guppy handlers, comme fait Steph, de les garder pendant la belle saison dehors et de les rentrer l'hiver, pour les plantes on peut faire pareil.
Les Anubias tiennent très bien un bassin pour la période estivale. Les Vallisneria, ça marche super bien. Bien sûr, Ceratophyllum, Lindophylla, etc. Ce genre de plantes-là, ça fonctionne super bien. Et tout ce qui est plantes palustres, comme je te l'ai dit, on essaiera de faire ça dans une vidéo un peu plus complète, avec tout ce qui est possible, imaginable. Pareil, on essaiera de revoir un peu ce qu'on peut avoir en nymphéa, en lotus, ce genre de choses-là. Ça peut être super cool. Allez, encore une question. Ah, vous aimez trop les questions. Peut-on acheter des plantes aquatiques et les cultiver en art aérien pour multiplier les pousses? Oui, on peut tout à fait faire ça. Au final, la plupart des plantes que vous retrouvez dans vos aquariums, qu'on retrouve dans nos aquariums même, sont des plantes qui sont élevées dans des serres humides, mais de manière aérienne. Donc effectivement, c'est beaucoup plus rapide, il y a beaucoup plus de facilité, les plantes qui sont plus demandées notamment en CO2, elles peuvent le taper directement dans l'air, donc il n'y a pas besoin de faire des injections à ce niveau-là. Il y a des plantes qu'on ne peut pas faire, il y a des plantes qui sont exclusivement aquatiques et qui n'ont pas de reprise au niveau du fait d'être palustres. Donc ceux-là, celles-ci sont tout le temps cultivées dans l'eau, mais pour la plupart des plantes, oui. Et bien pour la question suivante, je vais laisser Steph y répondre. Steph, c'est à toi. Alors on avait notre question, est-ce qu'il faut conserver les mêmes paramètres d'eau que ceux, on va dire, naturels par rapport aux espèces de poissons? Bien évidemment, oui. Les poissons sont nés dans des environnements un petit peu spécifiques, sont adaptés à ces environnements-là, à ces paramètres physico-chimiques, etc. Oui, il faut les garder. Alors il y a des poissons qui vont effectivement s'habituer à l'évolution de votre bac. Par exemple, vous avez des guppies dans un GH de 10 dans votre aquarium. 3 ans après, vous faites juste des changements d'eau, vous remettez de l'eau du robinet pour l'évaporation. Vous allez obtenir un GH de 15, 20, voire des fois 30. Les poissons s'habituent à ça. Par contre, le jour où vous voulez introduire de nouveaux poissons, ça passera pas, tous les nouveaux habitants vont mourir. Donc oui, il est très important de garder les paramètres d'eau qui sont adaptés aux espèces. Ça évite aussi de faire des soupes. Moi j'appelle ça de la soupe, hein. C'est quand on mélange différentes espèces de différentes provenances et différents paramètres. Forcément, il y a des espèces qui tiendront, d'autres qui tiendront pas. On essaye, sans être biotope, mais d'essayer de garder quand même nos animaux dans les paramètres d'eau qui leur sont pleinement favorables, tant pour la reproduction que pour la maintenance. Donc on va essayer de garder effectivement les mêmes paramètres physico-chimiques. S'ils évoluent un petit peu, c'est pas grave, mais on va essayer quand même de les garder comme ça. C'est mieux, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour leur bien-être, en respectant donc tout ce qui est physico-chimique, tout ce qui est température, tout ce qui est agencement, et ce qui est volume aussi, hein. On va pas mettre un poisson qui est fait pour vivre dans 200 litres d'eau dans un volume de 50 litres d'eau. C'est pas logique, on va le contraindre au nanisme ou carrément à la mort. Bon, écoutez, j'espère que j'ai pu répondre à ces deux petites questions. Moi, je vais profiter un petit peu de ce cadre pour continuer mes vacances, hein, vous en doutez. Sachez quand même que j'ai pas mal de choses déjà filmées et de choses que je vais encore vous filmer. On va certainement faire une vidéo ou deux vidéos en rapport à ce que je fais. Ce sont des vacances en Thaïlande, mais vous savez bien que la Thaïlande, c'est aussi un haut lieu de l'aquariophilie. Donc, je vais visiter un super marché, le marché de Chatuchak, vous en avez déjà entendu parler. Moi, j'ai déjà visité plusieurs fois, mais il faut vraiment que je vous montre ça en vidéo, c'est quelque chose de malade. Je vais vous montrer aussi un petit peu quelques poissons. Je suis allé un petit peu à la pêche et je vais continuer à y aller. Donc, il y a pas mal d'espèces qui nagent dans ces eaux, qui sont endémiques d'ici, mais qui viennent aussi du monde entier. Donc, je vais vous en parler. On peut les garder en aquarium, mais il va falloir des conditions un peu spéciales parce que ce ne sont pas forcément des petits poissons. Voilà, un petit peu aussi, il y a des bassins de fous, il y a des poubellariums qu'on croise à chaque angle de rue. Enfin, il y a plein de choses à vous montrer. Donc, je fais un maximum d'images. Je pourrais pas forcément commenter sur le tas, donc je ferai peut-être une petite voix off au montage. Mais il faut absolument que vous voyez ça. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt. Voilà, on a répondu à pas mal de questions. Ça fait encore une vidéo extrêmement courte comme à l'accoutumée, puisque on commence à avoir l'habitude avec nos vidéos. J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve très bientôt, donc la semaine prochaine, pour une nouvelle vidéo. Merci à vous, merci de nous suivre. Si ce contenu vous plaît, bien sûr, on pourra en refaire. On va essayer de faire un truc qui change un peu plus de l'ordinaire pour la semaine prochaine. Et à bientôt. Ciao!